Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Grand Forum. C'est une semaine spéciale Parole d'auditeur animée par Tarek Mami et ses chroniqueurs. Alors aujourd'hui, notre invité Fawzi, animateur de l'émission Il y a des soirs comme ça et réalisateur d'un documentaire Immeuble Le Galion de la Cité 3000 à Aulnay-sous-Bois. Nous parlerons ensuite du sommet Union européenne, le retrait de l'armée française du Mali et toute l'actualité politique, mercato politique à droite, le LR, Macron, Zolive. Alors Tarek Mami va vous parler de tout ça aujourd'hui. On va également parler évidemment des présidentielles, d'un sondage sur les intentions de vote qui reculent et les intentions des abstentions qui progresse de manière irrémédiable peut-être. Donc vendredi, n'oublions pas que demain, c'est la journée noire dans les transports publics. Et vous, comment vous allez faire pour vous en sortir demain ? Tout de suite, Tarek Mami pour le Grand Forum. Bonjour Latifa, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Karim. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, il fait beau, puis je suis arrivé à l'heure comme d'hab. Ah vous étiez même avant l'heure. Je peux même le certifier aujourd'hui. Donc vous voyez que le programme est chargé, comme la période politique que notre pays traverse. Normalement, donc, nous aurons un deuxième chroniqueur qui va arriver. Et surtout, nous avons donc vers 17h notre invité du jour, en sa qualité de réalisateur. Donc je suppose que vous avez connu Aulnay-sous-Bois, la fameuse cité des 3000. Oui, dit Le Galion, bien sûr, oui, je connais très bien. Donc on va parler tout à l'heure de Le Galion. J'ai mené une campagne en 2017 pour un candidat député à la députation, Bilal Wada. Donc on y reviendra quand le réalisateur viendra pour échanger. Et donc cette semaine, c'est un programme LGF du lundi 14 février à demain vendredi 18 février que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter à l'animation. Et Latifa Loucham et notre ami Mijahed m'accompagnent à la réalisation. Tant qu'à faire, deux réalisateurs pour moi, c'est pas trop quoi. Ils sont dans Oui, alors ça c'est sûr. Alors j'en profite pour rappeler aux auditeurs que cette semaine c'est Parole d'auditeur et qu'ils peuvent nous joindre au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Voilà. Alors, je suppose, cher Monsieur Karim Alouache, que vous avez suivi cette semaine riche et lourde en actualité franco-africaine, oui. Euro-africaine, 4 jours. Oui. Ou 3 jours en gros. Actuellement, le président Emmanuel Macron est en train de faire la conférence de presse à Bruxelles pour le compte-rendu de cette union. Et j'allais dire le clou du spectacle de cette semaine, c'est que la France a pris acte qu'elle ne peut plus garder son armée au Mali, physiquement, qu'elle est obligée de se retirer, notamment après l'expulsion, c'est le terme diplomatique, même s'il n'est pas diplomatique, de l'ambassadeur de France à Bamako au Mali. Et donc la France va repositionner son armée. Au Niger notamment. Alors le président dit qu'il ne s'agit pas d'un échec de la France, mais que la France ne peut pas soutenir une junte militaire dont la vision n'est pas claire. Alors vous vous rapprochez un peu plus du micro que d'habitude. Et puis, écoutez, comment rebondir ? Alors écoutez, dire qu'on a fait ça pour rien, ce serait dramatique. Il y a eu, je crois, 59 militaires. Oui. T'es à la rame parce qu'ils sont là. L'objectif est d'éviter de permettre au groupe islamique de reconstruire une base arrière quelque part. Hein. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, on n'avait pas ces difficultés à l'époque où la Libye était... avant 2012. Mais c'est une réalité quand même. Oui. Il faut pas le nier. Oui. Ça faisait barrage. On sait que les groupes islamiques se sont reconstitués et ont une base arrière maintenant dans cette zone-là. Disons que la destruction de la Libye a ouvert la porte de l'enfer puisque tous ceux qui étaient plus ou moins contrôlés par Gaddafi... Exactement. sont repartis avec les armes parce que les casernes n'étaient plus surveillées. Exactement. Il y a toujours une explication en fait à une situation. Ouais. Rien n'arrive par hasard. Et puis, je vous rappelle qu'à l'origine, l'arrivée des troupes, c'était aussi une demande du gouvernement malien, vu la situation.
On a quand même un vrai sujet. Alors non, ça peut pas être un échec parce que d'abord, permettre de maintenir la paix dans une zone sur une durée, c'est toujours positif. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu d'intervention. Et je vous rappelle quand même, il y avait eu des enlèvements de jeunes filles de lycéennes. Enfin, il y a eu plein d'attentats et plein d'actions terroristes assez graves dans la région. Il faut rappeler aussi que au-dessus, on remonte vers le Maghreb et puis après c'est l'Europe. Hein. C'est quand même pas si éloigné que ça. Il y a, moi je pense aussi, il y a un vrai sujet global de l'Union européenne et de positionnement et d'accord au niveau des pays de l'Union européenne sur le sujet Afrique, quoi, parce que je crois comprendre qu'on n'est pas forcément soutenu et on n'est pas forcément en phase avec des pays comme l'Allemagne, tout simplement. Après, on avait... Est-ce qu'en fait, c'était pas une question de rapport entre la France et les anciennes colonies en Afrique, que la France a essayé d'impliquer les autres pays de l'Union européenne et que, n'ayant pas réussi en totalité, il y a 100 soldats qui sont venus du Danemark, qui sont positionnés au Mali. Est-ce que c'est pas cette politique française qui a été efficace probablement sur le plan de la lutte contre le terrorisme, en tout cas qui a empêché qu'en 2013, Bamako tombe entre les mains des terroristes, mais qu'après, on n'a pas su rebondir pour reconstruire un lien beaucoup plus fort. Non, mais je crois que la France a un gros sujet avec l'Afrique et avec ces anciennes colonies, et ça devient de plus en plus difficile. Bien sûr que la France n'est pas suivie par l'Europe, clairement, enfin... c'est la France qui a œuvré et qui protège cette zone, et les autres pays européens, je dirais, soit sont absents, soit quand ils agissent, c'est de manière extrêmement anecdotique. Vous donniez l'exemple des militaires danois, je crois. Ouais, c'est symbolique, quoi. On est de l'ordre de la symbolique, et en plus, ces militaires sont là pour faire de la logistique, mais sur le terrain, c'est une présence française qui met, je dirais, dans une difficulté historique. C'est-à-dire que la France seule, eh bien, ça rappelle aussi la colonisation. Il y a un vrai sujet là-dessus. Est-ce que les relations, en tout cas africaines, France-Afrique, sont pas au beau fixe, et c'est la première fois qu'on entend comme ça, de manière virulente et forte, une demande d'un pays africain à ce que la France sorte. Enfin, j'allais dire le mot dégage. Mais c'est un ambassadeur expulsé, accompagné avec ses valises, avec des vidéos. Aujourd'hui, avec les vidéos, on fait tout. Et on voit un homme poser des valises. On dit c'est l'ambassadeur. De toute façon, il y avait un préavis de la junte militaire au pouvoir. De 72 heures, je crois. Qui l'a signé à quitter le territoire dans les 72 heures. Donc, c'est une expulsion. Voilà. C'est un reconduit frontière, comme on dirait en France. Alors, une question, Karim. Est-ce qu'on en est dans cette situation, en fait, entre l'ambassadeur qui est expulsé? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons russes derrière tout ça? Alors, on parle du groupe Wagner, etc. Mais alors, d'abord, la Russie est en Afrique depuis très longtemps. Hein. Je vous le rappelais quand même, mais la Russie était au Maghreb, en Algérie, historiquement, depuis déjà très longtemps. Historiquement en Algérie. Et aussi en Afrique de l'Est, ça c'est connu. Ce groupe est... Mais la stratégie du Mali n'a jamais été auparavant, en tout cas il y a 9 ans, lorsque la France a décidé de l'aider pour lutter contre le djihadisme, contre le terrorisme. La Russie n'était pas impliquée. Aujourd'hui, la stratégie gouvernementale du Mali est de faire appel à la Russie pour certaines stratégies militaires. Je veux dire, les grandes puissances mondiales se font front ailleurs que dans leur propre pays et dans le monde entier. Et on retrouve ces rapports de force un peu partout. Bien sûr qu'il y a la Chine qui s'est appropriée une partie de l'Afrique, une bonne partie de l'Afrique. Il y a la Russie qui y est et qui peut de plus en plus et qui cherche de plus en plus à marquer sa présence. Et puis derrière ça, il y a quand même une Europe que je trouve relativement absente, voire impuissante ou désintéressée en fait, ou non intéressée. Comme si le sujet Afrique était un sujet franco-français. En gros, sont vos anciennes colonies, débrouillez-vous avec elles, voilà. C'est pas notre problème. Et on voit aussi... peut pas voir, Karim, le problème inverse? Est-ce que la France ne s'accapare pas les problématiques de ces anciennes colonies, plutôt que de dire que l'Europe se désintéresse de la problématique? Il y a eu alors, à chaque fois qu'on arrive en période électorale, il y a des forums France-Afrique, le rapport France-Afrique, et puis après,
moi j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé entre la France et l'Afrique pendant 5 ans, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé le Forum France-Afrique à Montpellier. Voilà, donc là maintenant tout le monde s'active, hein. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez un peu partout, des associations se montent, tout le monde se mobilise, et les diasporas, alors on cherche après les diasporas, on cherche après l'Afrique, on cherche à dire, on en parle au niveau de l'Union européenne, mais je crois qu'il y a aussi une crise de confiance globale, parce qu'on n'agit pas, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de propos, mais il y a eu très peu d'actes, et c'est rarement suivi, et nous on a un vrai sujet, c'est que la France n'arrive plus aujourd'hui à maintenir ses rapports avec ses anciennes colonies qui auraient dû passer de rapports, je dirais, coloniaux à des rapports économiques, de coopération, de collaboration, entre guillemets, et d'échange. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une partie d'Afrique où on a quand même une langue commune, hein, qui est le français, et qui est très forte et très présente. Et le paradoxe, c'est que des entreprises françaises s'en sortent très bien en Afrique, très très bien même, et c'est plus un sujet d'État, en fait, de représentation d'État, comme si on voulait marquer, ou comme si la France n'avait pas su maintenir ses relations diplomatiques. Pourtant, j'ai envie de vous dire, la France a quand même un avantage certain, c'est la présence massive de binationaux en France qu'elle n'utilise pas, avec lesquels elle ne participe pas, avec lesquels elle n'échange pas, et qui pourtant serait fort utile. Il y a d'autres pays qui considéraient ça comme une force. Dans le business, on appelle ça un avantage compétitif, d'avoir des binationaux qui peuvent œuvrer des deux côtés, je dirais, de la Méditerranée. Eh bien, Karim, vous avez les propos d'Emmanuel Macron à Marseille, il y a de cela 2 semaines, je crois, au Forum Marseille, où il indiquait que la diaspora, enfin les binationaux sont une force. Il a même annoncé un fonds pour les projets des binationaux dans leur pays d'origine. Donc apparemment... Alors c'est pas leur pays d'origine, c'est le pays d'origine de leurs parents déjà. Oui, parce que moi j'y ou tiens. Ou de ceux dont le pays d'origine, il y en a quand même qui viennent d'arriver. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui viennent... Et en général, ils ne sont pas binationaux, ceux-là. Mais ceux qui arrivent ne sont pas binationaux, ou comme dirait Valérie Pécresse, ce sont des Français de papier. Voilà. En fait, ce qu'elle veut dire par là, ce sont des Français qui ont fait une démarche de naturalisation. Intéressés. Pour être précis, on est quand même français, même si on s'est naturalisé. Je ne dis pas le contraire, mais je voulais juste préciser le sens de son propos, parce que ça interpelle tout le monde. Il ne faut pas se dire, qu'est-ce que c'est... Enfin, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle entend par français de papier ? Ça veut dire ça veut dire que vous faites une démarche, alors que les autres sont nés français. Et ça, c'est important quand même de le signaler. Ça ne viendrait jamais à l'idée de qui que ce soit. Quand on est naturalisé d'origine américaine, on a fait une démarche. On a fait la même démarche. Alors, est-ce que ceux-là sont considérés comme français de papier ? La réponse est non. Écoutez, Tarek, on va pas se mentir. Oui, il y a différents papiers. Il y a des papiers qui ont moins de valeur que d'autres. On va pas se mentir. Tout ça, ça tourne toujours autour du même sujet. Ouais. L'Afrique, le Maghreb, l'islam. Voilà, c'est en gros, certains doivent prouver de manière régulière qu'ils sont bien français. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on peut prouver dans ces actes, si ce n'est qu'être un citoyen normal. Certains doivent c'est simple, il y a deux choses. Est-ce que demain, ça veut dire... Il y a 2 choses à faire. Parler en langue française. Mais ça c'est le, je dirais, c'est le cas de tous ceux qui vivent et qui travaillent en France. Et participer aux élections ou pas. Et ça ressemble aux Français qui s'abstiennent. Oui, donc est-ce qu'ils sont français en fait? C'est tout dépend. Non, mais ce que je crois, c'est que les Français aujourd'hui, d'ailleurs, moi je sais pas si vous avez vu les sondages, l'abstention est en train de remonter. Les intentions d'abstention sont en train d'exploser. On l'a à l'ordre du jour. C'est en train d'exploser. Pourquoi? Un des sujets en deuxième partie des missions. Vous l'avez dit, les mots, les propos. Oui. Ça ne fait pas, ça ne fait pas l'action. Et les gens ont bien compris que on parle que quand il y a des élections. Oui. C'est quoi le bilan Afrique pendant du quinquennat? C'est ça là, le vrai sujet. Tout à l'heure, vous avez dit une phrase, vous avez dit que la France était quand même forte économiquement dans certains pays du Maghreb, par exemple. Des entreprises françaises. Des entreprises. Ce n'est pas, c'est vrai, mais ces entreprises françaises commencent à se faire doubler sur beaucoup de marchés par des entreprises chinoises, et la France a ça en ligne de mire depuis un certain nombre d'années. Des entreprises françaises privées, je voulais préciser. Voilà. Voilà, des entreprises françaises privées. La Chine, il y a des pays africains comme l'Angola, comme le Botswana, qui cherchent à se désengager de la Chine. C'est-à-dire
Ils ne veulent plus continuer à travailler avec les Chinois parce que la Chine, très, très clairement, sa politique, c'est que j'arrive chez vous, je m'installe, je m'approprie le terrain. Et puis en général, c'est un peu comme le chant des sauterelles, quand ça arrive dans un champ de blé. Quand ils partent, il n'y a plus rien. Voilà. Merci. Alors, on va passer tout de suite à une page de publicité et on va continuer ce débat qui est de plus en plus intéressant. Vous êtes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum, semaine spéciale parole d'auditeurs, animée par Tarek Mami et ses chroniqueurs. Bonjour à tous. Alors, toujours donc, Monsieur Karim Alouache, sur cette question, en fait, est-ce que la France n'a pas raté la phase intermédiaire de passage entre la France-Afrique et les nouveaux rapports d'État à État, en ne cachant pas toutes les difficultés des régimes autoritaires, des élections traficotées, mais la France n'a pas su installer, et c'est la question, c'est pas une affirmation, un nouveau rapport d'État à État, de chef d'État à chef d'État, et surtout de peuple à peuple. Mais je dirais d'abord, la France n'a pas compris que le monde diplomatique a changé. Aujourd'hui, les relations diplomatiques, c'est une nouvelle gouvernance avec la Chine, avec l'Iran, avec la Turquie, avec le monde multipolaire. Voilà, et ça, on l'a complètement occulté, comme si on avait toujours la même place, comme si nous étions toujours en 1960 dans un monde de 1960. Ça a complètement explosé avec l'ouverture économique. Moi, je dis toujours... les soldats de l'armée rouge, quand le mur de Berlin est tombé, ils sont rentrés dans les casernes des généraux, ils ont enlevé leurs uniformes, ils ont mis des costards d'hommes d'affaires. Mais c'est à peu près ça. Hein. Oui, je schématise, c'est pas que ça. Oui, mais c'est l'image. Oui. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, maintenant, avant on avait des rapports militaires. Maintenant, on va aller faire des affaires. En plus, grâce aux affaires, on maintient toujours nos rapports militaires, entre guillemets. Il y a l'action de l'Iran, il y a l'action de la Turquie qui est présente, il y a la présence de la Chine. La Chine qui n'était pas du tout présente il y a encore 30 ans sur le continent africain. Et nous, on est resté un peu sur des positions anciennes, comme si nous n'avions rien à faire. La deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais su passer du statut de colonisateur ou de colon au statut de partenaire économique. Oui, c'est ça. On n'a pas su le faire. C'est ça la question. Et c'est une erreur. Quand on prend la Grande-Bretagne, alors je sais que tout n'est pas comparable, oui. Je vous rappelle que la reine d'Angleterre est toujours la reine du Commonwealth. Du Commonwealth, oui. Et ils ont eu, et pourtant la colonisation britannique a été plus dure. Différente et parfois plus dure que... moins culturelle et moins sociale. Voilà, c'était vraiment de l'assimilation. Ils ont été pour vider les terres. Et la reine d'Angleterre est accueillie les bras ouverts en Inde, partout dans ses anciennes colonies. Karim Alouache, on a un auditeur, une auditrice, allô, bonjour. Oui, alors on va accueillir Karim, un auditeur qui nous appelle pour une question sur le débat. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Mami. Oui, vous nous appelez d'où, monsieur Karim ? Bonjour. De la région parisienne. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est pas une question, je voulais intervenir juste sur la France-Afrique. C'est qu'aujourd'hui, la France est à l'image d'elle-même aujourd'hui, même sur son territoire national, de sa politique et de ses politiciens, de sa mauvaise gestion, de sa politique étrangère. Et bien sûr, n'oublions pas aussi qu'aujourd'hui les États-Unis ne sont plus le centre du monde et ne peuvent plus mettre à l'amende comme ils veulent, comme ils le faisaient à l'époque. C'est fini ça. Aujourd'hui, on a la Chine qui est là pour appuyer la Russie. Et aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et en plus de ça, on a un monsieur Poutine qui a l'air d'être bien dans ses bottes, qui a l'air d'être bien en confiance et il arrive à remettre tout le monde à sa place. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, faire une mauvaise politique étrangère comme on l'a aujourd'hui, c'est une honte pour notre pays. C'est une honte. Voilà. Merci Karim. Merci, les mots sont forts. Oui, les mots sont forts et l'émotion est forte. Non, mais le spectacle politique en France que je trouve d'une médiocrité absolue, on est en train de le payer aussi au niveau... Enfin, c'est pas totalement faux ce que dit le monsieur, c'est un peu à l'image de la France, quoi. C'est les relations diplomatiques, les relations internationales sont extrêmement influencées par, je dirais, le paysage politique. Et c'est vrai que à ce niveau-là, on est complètement par terre. Où je suis pas d'accord, c'est que non, les États-Unis restent quand même une très très grande puissance
Je vous rappelle quand même que alors on l'aime pas, peu importe, mais Trump a mis par terre quand même les Chinois. Hein. Il l'a fait. Hein. Il leur a mis des taxes et des barrières douanières et des barrières économiques. Et il l'a mis pour la France, pour le fromage. Il l'a fait pour le fromage français. Ça a eu un impact sur les États-Unis quand même, avec une très très forte croissance économique. Oui, tout à fait, oui. La plus forte des 30 dernières années. Oui, il l'a pas fait que pour la Chine, il l'a fait aussi pour ses partenaires que sont la France et sur le fromage. Exactement. Bien mais sûr. je pense comprendre ce que notre auditeur a voulu dire, c'est que effectivement les États-Unis se sont désengagés des affaires militaires internationales. Pas internationales. Un peu plus. Non. En fait, non. Les États-Unis ne se sont pas désengagés. Ils vont sinon, redéployer. on n'aurait pas de problème en Ukraine. Voilà. Parce que le vrai sujet avec l'Ukraine aussi, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ouais. Ou pas. Non, mais Ou pas. si demain les États-Unis disent niet, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, ça va se calmer. Mais si elle dit elle rentre aussi, ça va pas se faire non plus. Très clairement, Poutine n'a pas envie de voir des bases américaines aux portes. Alors si je vous dis que je résume ça par une phrase, la politique étrangère est souvent le reflet empire de la politique intérieure. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un en France... Vous savez, moi je reprends l'abstention et j'entends beaucoup de personnes dire il n'y a plus de convictions politiques. Il n'y a pas de grands hommes politiques avec de vraies convictions. On n'arrive plus à lire, en fait. Aujourd'hui, on n'arrive plus à lire le paysage politique. Mais tout le monde dit toujours ça de ses contemporains. Non. Avant, on avait des gens qui avaient une ligne de conduite avec... Il y avait une bataille droite-gauche. Il y avait une lecture. Je suis quand même assez vieille, Karim, pour avoir vu de mes propres yeux Jacques Chirac se faire critiquer. Et aujourd'hui, Jacques Chirac est mort et Jacques Chirac est adulé. Donc, on critique toujours ses contemporains. Non. Qu'on se méprenne pas. Ce que je dis, c'est pas que la politique est bonne ou mauvaise, c'est qu'on savait la lire. Aujourd'hui, on ne sait plus. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de dire dans ce pays qui est de gauche, qui est de droite? Évidemment, on sait juste je suis qui capable. est d'extrême droite, ça on sait le faire, et encore. Mais on n'a plus. Et au niveau international, on retrouve la même chose. Avant, on disait oui, le RPR, pour reprendre, les gaullistes étaient pro-arabes. Ouais. Pro-arabe. Et puis après, on a eu le gouvernement Hollande et Valls, on dit non. Non, mais c'est politique. Ça dépend quel arabe. Au niveau de la politique internationale, c'était le cas. Arabe. Voilà. Moi, moi, j'ai en mémoire le voyage de Jacques Chirac en Algérie. What did you want? Non, ça c'est en Israël. Mais sans faire cette polémique, il y a une lecture. Vous comprenez. Vous comprenez qui est là, vous comprenez les acteurs. Là, c'est comme si vous aviez un match de foot et vous comprenez pas qui joue dans quelle équipe et que tout le monde avait le même maillot. C'est à peu près ça. Certaines personnes comprennent très bien qui est de gauche et qui est de droite. Qui est de gauche aujourd'hui? Macron. Non. De gauche? Vous voyez, vous dites qu'il est de gauche, alors toute la France dit qu'il est de droite. Voilà, de droite, voilà. Voilà, non mais... Et même quand on dit Mélenchon de gauche, certains crient, disent non, il est d'extrême gauche. Donc il n'y a plus les couloirs politiques des années 70. On avait en France Monsieur Mamie, les couloirs politiques des années 70 étaient une lutte qui aujourd'hui sont des acquis. Par exemple, la sécurité sociale. Non. La sécurité sociale, toute la droite critiquait la sécurité sociale dans les années 90. Je vais vous donner un exemple très simple. La politique d'immigration, on a toujours dit que la droite était contre et que la gauche était favorable. Et puis on a eu un Premier ministre qui s'appelle Emmanuel Valls, qui a fait péter tout ça avec la déchéance de la nationalité. Tentative. Voilà. Tentative. Tentative, mais ça enfin, il n'a pas mené une politique de gauche au sens... dans le sens dans lequel on a l'habitude de voir. C'est des sujets comme ça. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à avoir une lecture claire de qui est où. Oui. Et ça se retrouve à l'international. Tout à fait. Effectivement. Alors, et on va passer tout à l'heure, mais on termine donc avec cette politique intérieure, parti politique. Oui, on va le prendre. On terminera par ce qu'on appelle aujourd'hui Mercato. J'allais dire, dans l'élection de 81, dans l'élection de 74, dans l'élection de 88, voire dans l'élection de Sarkozy ou de Hollande, on n'a pas vu 10 jours avant, ou un mois ou 2 mois, quelqu'un changer de parti. La première fois que c'est arrivé, c'est au Parti Socialiste, avec comment il s'appelle, celui qui va devenir ministre de M. Sarkozy, qui a écrit un livre et qui a commencé par attaquer Mme Ségolène Royal. Et c'est la première gros mercato. On va prendre l'auditeur et on y revient. Oui, bonjour. Bonsoir.
bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je voudrais faire suite à ce que s'il vous plaît, votre prénom et vous appelez d'où, comme toujours? C'est Karim de Pantin. Oui, bonjour Karim. Bonjour Karim. Bonjour, non mais moi je voudrais simplement dire une chose, c'est que moi je pense qu'il s'est passé un phénomène. Je pense que c'est une réflexion, c'est une vague de fond je pense que certains pays africains, voire les Africains entièrement, je parle d'Afrique francophone pour l'instant, parce que je connais pas trop l'Afrique anglophone, et les gens se sont peut-être dit, voilà, nos grands-parents ont fait confiance à la France, ça n'a pas marché, c'est toujours le sous-développement, c'est toujours la même corruption, nos parents ont fait confiance à la France, c'est toujours les mêmes au pouvoir, c'est toujours le sous-développement, et si nous, on changeait de politique, et si nous, on se prenait en charge, et qu'on raisonnait dans un champ purement africain, et que est-ce que ça serait pas mieux que nous-mêmes on se prenne en charge et qu'on balaye ce pouvoir, comme ils appellent eux, ce pouvoir blanchi, et qu'on établit des relations panafricaines. Je vous dis ça parce que moi je suis algérien et j'entends ce sentiment en Algérie. Les gens veulent se prendre en charge, veulent ce qu'ils appellent des rapports d'égaux à égaux. Ils ne veulent plus que la France vienne faire son marché en Afrique. Ils veulent qu'elle vienne en tant que partenaire. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est une lame de fond qui va emporter l'Afrique, où les gens veulent se prendre en charge, veulent bénéficier de leurs richesses, veulent exploiter les richesses de leur pays, en bénéficier et avoir des relations d'État à État. Parce que la France, elle a des relations d'État à État avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la Russie. Pourquoi elle n'en aurait pas avec l'Afrique ? Merci, voilà. Karim. Merci, Karim. Merci, alors, ne nous trompons pas. Les Chinois ont une relation extrêmement coloniale avec l'Afrique. Ce ne sont pas des partenaires. Ce sont Non. Alors, ne nous trompons pas. Ils n'arrivent pas en Afrique pour dire j'ai envie de vous aider. Tout à fait. Non, mais peut-être que la différence entre... Ils arrivent en extrême consommateur. Voilà. Oui. Peut-être, et c'est toujours la question, que les Chinois, quand ils arrivent, en tout cas leur perception, ils interviennent dans tous les domaines, sauf dans le domaine officiellement. Ils n'interviennent pas dans la politique du pays, alors qu'en Afrique, on a la perception que la France, elle intervient avec M. Bolloré dans l'économie, avec, comment il s'appelle, pour l'uranium, avec AVA, et aussi dans les rapports particuliers entre les chefs de l'État. Et peut-être que c'est cette dimension-là qu'on voit les Chinois faire la même chose, sauf en politique. Ma question, est-ce qu'on a vu un président chinois parler d'un régime politique pour dire il est bon ou il est mauvais? Non, mais ils font plus fort. Oui. Ils sont beaucoup plus subtils que ça. Oui. Quand vous allez en Namibie, la Chine construit des universités, forme forme toute la jeunesse de la Namibie, leur apprend le chinois. Bon, après, le reste, il est assez facile. Quand vous avez transformé un peuple local en chinois, vous avez réglé le sujet de manière plus subtile. La deuxième chose, c'est la pression économique, le poids économique. Mais je dirais, ce qu'on a dit pour la France avec ses binationaux, ça vaut aussi pour les pays d'Afrique, qui ne s'appuient jamais sur leurs binationaux. Ouais, c'est une grosse erreur aussi dans les... Enfin, pour moi, l'erreur ou la... je dirais la volonté de ne pas s'en servir, on pourrait faire les mêmes reproches à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans les deux sens, bien sûr. La question, est-ce que parce que ces gouvernements ou ces pays ne veulent pas de l'implication de leurs binationaux qui viendraient avec d'autres idées en termes de démocratie, en termes de partage, et qu'ils voudraient garder leur gâteau entre eux, et que donc il n'y a pas besoin de s'en neuf. J'ai parfois, dans l'attitude, je dis bien dans l'attitude, quand on voyage un peu là-bas, j'ai parfois le sentiment qu'on n'est jamais sorti de la colonisation et que ce phénomène de colonisation il est toujours entretenu par des gens qui trouvent que de toute façon tout ce qui vient de France est toujours mieux que ce qui est produit localement ou qui vient d'ailleurs. Et c'est une réalité. Et il m'est arrivé, et c'est une petite anecdote, de faire des rendez-vous dans un pays du Maghreb où j'étais avec une délégation, j'étais le seul franco-maghrébin et on pensait que j'étais l'employé de la délégation alors que j'étais le patron de la délégation, quoi. Oui. Tu vois, et on parlait à mes collaborateurs comme si c'était eux les patrons. C'était au Maroc ? Non, c'était pas au Maroc, je ne citerai pas le pays, mais voilà. C'est une vraie réalité, quoi. On peut c'est pas, le complexe dénoncé par François Fanon. J'arrive plus à l'expliquer, j'arrive pas.
est-ce que finalement on est condamné à aimer son ancien? Est-ce que c'est le syndrome de Stockholm? Ouais. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un lien. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un lien. Ce qui est clair également, c'est que la France a de bons produits et que, effectivement, quand on aime les produits français sont de qualité. Hein. Faut pas le nier non plus. On peut pas nier ça. Je vais vous dire, j'étais au Maroc. Alors, le meilleur produit français, les jeans, sont fabriqués en Tunisie. Ils sont fabriqués au Maroc. Oui. Alors, s'ils sont bons, pourquoi là-bas, si vous mettez la marque tunisienne ou marocaine, ça ne s'achète pas? Et quand vous achetez sur le même produit la marque française, les gens achètent. Mais donc, c'est un autre complexe. C'est comme en France à une époque. Oui, mais les usines qui sont en Tunisie ou qui sont au Maroc ont des normes. Françaises. Un Tunisien sort de la même usine, les mêmes jeans, avec une marque tunisienne. Il les met sur le marché, il ne peut pas les vendre. On va parler de jeans, mais on va parler d'êtres humains. En France, il y a un nombre considérable d'ingénieurs qui viennent du Maghreb et qui sont très compétents et qui travaillent en France. Non, mais c'est pas la même chose. Sans parler. Non, ça c'est autre chose. Non, c'est les rapports entre les rapports avec les pays. C'est pas une question de compétence, c'est une question de vouloir changer de vie et d'accéder à un niveau social. Voilà. Et pour revenir, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'en ai une autre. J'ai rencontré un industriel marocain à Taroudan il y a 2 ans, juste avant le Covid, il y a 2 ans, etc. Et vous souvenez que quand les Marocains avaient demandé au Hanout de boycotter la marque Danone. Oui. Hein, ça avait une catastrophe au Maroc. Oui, ça veut dire qu'il y a déjà une force de frappe. Et cet industriel produit l'équivalent des produits Danone. Et il m'a fait. Franchement, j'ai goûté, j'ai regardé. Honnêtement, je ne voyais pas de différence. Avant, il y a quelques années, il y a 20-30 ans, on goûtait le chocolat. Aujourd'hui, c'est fini parce que les produits ne sont plus produits au même endroit et les ingrédients viennent tous à peu près de 2-3 endroits du monde et tout le monde peut faire la même chose. C'est pas une question de qualité, ça restera toujours une question d'image. Comme à une époque, quand on avait un vêtement qui venait des États-Unis, c'était le côté un peu de gens. C'est une manière sociale de se démarquer. Il y a un pays qui a réussi à émerger dans ce domaine-là, c'est la Turquie, qui aujourd'hui au niveau du textile, au niveau même de la haute couture, sort des produits de qualité et sort des marques qui marchent très très fort à l'étranger. Avec une diplomatie de vente commerciale qui l'accompagne. Et la Tunisie avec l'huile d'olive. Alors, vous voulez une autre anecdote sur le respect ou non de des binationaux? Nous avions reçu il y a 2 jours avec plaisir donc Madame Samira Ben Turki qui travaillait sur la période de la puissance maritime arabo quelque chose en Méditerranée, et donc on avait découvert il y a quelques années que l'hymne national que l'hymne de la marine américaine a été écrit avec le mot Tripoli de Libye, et donc elle a été dans tous les musées et dans les centres de recherche en Algérie pour chercher les traces. On ne lui a pas donné accès, et elle est partie aux États-Unis et elle a pu accéder aux documents dont on lui a dit qu'ils l'ont récupéré en partie de l'Algérie. Donc il y a ce problème qu'on ne considère pas, nul, pour terminer avant la pub, peut-être c'est nul n'est prophète dans ce pays. Et le drame des binationaux, c'est qu'ils ne sont pas bien vus dans le pays de leurs parents, parce que c'est pas leur pays pour moi, et ne sont pas vus, bien vus ici en France. Et moi, beaucoup de Français que je rencontre en France, des Franco-Maghrébins, qui ne sont pas à l'aise, quand je les rencontre à l'étranger, notamment aux États-Unis, ils apparaissent comme les plus français de tous les Français. Ils vivent leur francité et ils sont vus comme français. C'est exactement, je travaille depuis 5 ans à l'étranger pour un groupe français, et on se sent jamais autant français que quand on est à l'étranger, en dehors du pays d'origine, bien sûr. Moi, aux États-Unis, au Moyen-Orient, partout, on m'a jamais appelé, je dirais, le Maghrébin. On m'a même jamais posé la question quelles étaient mes origines. T'es un Français, point à la ligne. Ce qu'il faut maintenant, c'est pour s'en sortir, c'est changer ce rapport et s'appuyer sur ces binationaux qui sont une chance, je dirais. Et alors sur ces paroles, c'est le Grand Forum, on vous retrouve tout de suite après la pub.
Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être de retour sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum, semaine spéciale parole d'auditeurs, animée par Tarek Mami et ses chroniqueurs. Si, pour sortir de l'Afrique, mais tout en restant dans la classe politique française, aujourd'hui on a, et c'est une première, des mercato politiques, c'est-à-dire on est à un mois et demi, 2 mois de l'élection, et on a des gens qui changent de parti tous les jours. Alors on va faire simple, on a Monsieur Wels de LR, donc le parti de Mme Pécresse, qui annonce à l'avance qu'il va voter ou qu'il soutient Monsieur Macron. On a une foultitude de personnes du Rassemblement national de Mme Marine Le Pen qui changent de parti et ils vont dans le parti de Monsieur Zolive, moi je l'appelle, c'est comme ça. Alors, et hier, donc la meilleure des meilleures, c'est Madame Ségolène Royal qui flingue la candidate de son parti, Madame Hidalgo, et qui considère, alors avec des nuances et tout ça, que Madame Hidalgo devrait se retirer et que surtout le vote utile à gauche serait celui de Mélenchon. Est-ce que quelque part on n'est pas en train de glisser dans un mercato politique et surtout de passer de ce qu'on a appelé pendant longtemps un vote utile, un franc républicain, qu'on remplace par le vote utile, mais qui peu ou prou serait le même. Alors moi je vais vous dire une chose. Avant il se passait des choses dans les partis politiques, mais personne ne le savait ou personne ne le voyait, ou c'était fait c'était fait discrètement. En tout cas il fallait être un militant et de l'intérieur et encore pour voir les choses. Et Emmanuel Macron, il a fait péter quelque chose, il a dit, sous couvert de la transparence, il a mis ça au grand jour. On peut être en même temps et de gauche et de droite. En fait, on peut être pour la sécurité et l'écologie, voilà. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est de gauche ou de droite ? C'est ça les vrais sujets. En France, on aime bien mettre les gens dans des cases, les idées dans des cases. Et la première chose, quand vous vous exprimez, c'est on va vous classer à gauche ou à droite. C'est complètement stupide, ça n'a pas de sens. On peut être pour l'économie libérale et on a envie aussi d'aider les gens. On peut être le meilleur sujet, c'est l'écologie. Mettre l'écologie à gauche, je vois pas le rapport. Surtout quand vous regardez en ce moment le sujet de l'écologie, ça touche qui ? Aujourd'hui, le discours politique écologie s'adresse à des bobos, donc à des gens riches. Oui, c'est sûr. Oui. Donc à des gens riches qui en théorie, ont envie de moins payer d'impôts, etc. Donc qu'on pourrait qualifier comme des gens de droite, quoi. Aujourd'hui, en fonction de ta profession, on va te mettre à gauche ou à droite. Ce qui est complètement débile. Lui, ce qu'il a fait, il a tout fait péter, il a mis tout au grand jour. Et il a montré que les gens n'avaient pas de conviction, ils n'avaient qu'un intérêt perso. On n'est pas dupes. S'il y a plein de candidats à la présidentielle, c'est parce que derrière les législatives. Parce qu'on n'avait pas ce problème avant, quand on était au septennat. Oui. Mais on avait un autre problème, c'est de dire oui, mais quand on fait un septennat, 2 ans après, les législatives, et puis on se tape une cohabitation, parce que souvent, 2 ans après, tout le monde est déçu. Donc on change de couleur politique, et c'est ce qu'on a, toujours vu. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On est en train de dire on est en train de montrer une image lamentable de la politique, d'où l'abstention, et qui va être encore explosée. Qui va monter, c'est de dire, moi je suis pas là parce que quand vous êtes à 2%, vous n'êtes pas là pour concourir. Vous savez que vous irez jamais au deuxième tour. On est là pour faire un score et ensuite aller négocier des investitures, des circonscriptions pour les législatives. Et pourquoi tout ça ? Parce que les législatives, c'est l'élection qui va rapporter par voix une somme d'argent à un parti politique. C'est ça, en fait. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Elle est là, la réalité. Vous allez voir la multitude de candidats législatifs. C'est parce que, une voix, je sais plus combien ça rapporte, 1 euro quel. On parle entre 2 et 10. Voilà. Bon. Voilà. C'est le moment où on va remplir les caisses. Et si moi, je fais 3-4% à la présidentielle, je vais négocier des circos avec quelqu'un qui a des circos ou qui a une force de frappe pour gagner des législatives et donc pour me rapporter des voix et de l'argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la politique n'est qu'à faire d'argent et pas d'idées. La politique n'est qu'à faire de forme et pas de fond. Et tout le monde s'en fiche. Bien sûr, vous avez raison. Moi aussi, Wörth qui rejoint Macron, alors qu'on sait que Macron, son équipe et La République En Marche, s'est verrouillé par des anciens de l'équipe socialiste. C'est ça. Oui, c'est pour ça que je disais que Macron c'est est à gauche, clairement. Mais c'est pas du tout une politique de gauche. Il y avait un Premier ministre qui est un républicain, qui a créé Horizon. Donc tout le monde crée des partis, ça aussi, ça m'érend. Et moi, je vous invite à faire des choses. Allez sur les nouveaux partis
partis politiques, là, et vous verrez que les responsables locaux de partis sont aussi responsables locaux d'un autre parti. C'est-à-dire que maintenant, on peut jouer, c'est la double identité. C'est un peu comme dans Batman, double face, quoi. Et double face, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je gagne à tous les coups. Et qui sont les grands perdants de tout ça? Ce sont les Français, tout simplement, qui ne s'y retrouvent plus, qui ne comprennent plus rien, qui n'arrivent même plus. On peut être d'accord ou pas d'accord. Le sujet, il n'est même pas là en France. Le sujet, il est, on comprend même pas qui est où et qui joue dans quel camp. En fait, on n'a jamais vu autant de basculement public de membres d'un parti à 2 mois d'une présidentielle vers un autre parti, en partant et en détruisant, en critiquant le parti qui vient de quitter. Alors, c'est à se demander, qu'est-ce que vous avez fait dans ce parti pendant 5 ans, pendant 10 ans, pour venir aujourd'hui le critiquer, pour justifier votre passage, j'allais dire, de ligne rouge. Parce qu'il n'y a plus de conviction, c'est qu'une affaire d'hommes et de femmes. C'est vraiment, la guerre des individus, au lieu que ce soit un combat collectif sur des idées. Alors Karim, vous avez commencé votre réponse tout à l'heure en disant une phrase de Sarkozy, moi je vais vous dire, hein, et vous avez imputé tout ce qui se passe à Macron. Je savais pas que c'était une phrase de Sarkozy. Donc on aurait dit un peu une imitation. Sauf qu'on oublie que c'est le président Sarkozy qui a commencé à piocher à gauche dans ses ministres. On oublie qu'il a lancé cette mode. Alors attendez. Je peux répondre allez-y. Oui. Alors d'abord, il a été chercher M. Kouchner. Alors, il est allé chercher... il n'a pas été chercher M. Kouchner, c'est M. Kouchner qui est venu le voir pour lui dire, vu l'âge que j'ai, mes amis socialistes ne m'ont jamais proposé de ministère, moi je suis prêt à venir vous soutenir, et ils étaient 3 ou 4. Et il a même pris des secrétaires d'État. Alors je vais peut-être demander à Haj Google, je vais regarder, mais c'est clairement Sarkozy qui a lancé cette mode d'aller chercher dans un autre parti, dans un autre camp politique. Dans un autre camp politique, il a ouvert des personnalités fortes. Il les a déjà appelés les personnalités d'ouverture. Voilà. Exactement. Il a fait 3 choses. Oui, il y avait aussi Frédéric Mitterrand. Oui. Il y avait Kouchner et puis il y avait le ministre d'identité nationale, qui était donc l'adversaire de Madame Ségolène Royal. D'abord, il est allé chercher des ministres qui étaient des mal-aimés du PS. Tout à fait. Kouchner a toujours été rejeté par le PS. Mais avec une personnalité aussi à droite que Sarkozy, forcément. Non, mais d'abord, ça c'était le premier phénomène. La deuxième chose, c'est que c'est des personnalités qui étaient un peu en fin de course. C'était des anciens. Et d'ailleurs, il a dit, voilà, moi je vais chercher la compétence et pas la couleur politique. Mais ça n'a jamais été de niveau partisane. Je veux dire, ça n'a jamais été au niveau des partis politiques. Et là, vous savez, quand Emmanuel Macron dit on peut être en marche et autre chose, en gros, c'est un peu comme la double nationalité ou la double identité. C'est de dire, celui qui a faim, il pourra toujours mettre un pied chez moi en fonction de ce qui m'appartient. Mais rassurez-vous, en ce moment, moi je ne suis nulle part, je suis dans aucun parti, parce que moi, quand je suis dans un parti et que ça ne va pas, je le dénonce et puis je me fais virer, mais au moins je dis ce que je pense. Vous n'avez... Il y a peut-être, mais à la marge, mais il y a plus de militants dans les partis politiques aujourd'hui. Oui. Les gens, vous les trouvez actifs. En général, quand vous avez des gens qui s'activent, c'est que derrière, il y a quelque chose. Alors, ils vont être sur les élections régionales, ils attendent une investiture au départemental, ou ils espèrent un peu une place à la présidentielle, ou ce qu'il en restera. Et je ne serais pas étonné qu'un membre d'Europe Écologie Les Verts soit proposé au ministère de l'écologie de Macron, et ça m'étonnerait qu'il refuse. Voilà. Alors, celui qui a ouvert le bal, le premier, il s'appelait Éric Besson. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la fameuse phrase de Mme Ségolène Royal, qui connaît M. Besson? Personne ne le connaissait, il est passé ministre. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum, parole d'auditeurs. Alors les auditeurs, si vous voulez participer, poser des questions dans cette émission animée par Tarek Mami, c'est au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et on poursuit le débat. Karim Alouache, donc on a vu que en fait la ligne dite gauche-droite s'est fissurée. Quand on voit un candidat comme celui du Parti communiste, là, M. Roussel, il est encensé par la presse de droite
comme si cette ligne n'existe plus, mais il y a en même temps cette apparition du mot vote utile. Avant, on avait Front républicain. Est-ce qu'en politique, aujourd'hui, les mots et les couleurs, les mots et les partis ont encore un sens pour la classe politique? Je vais vous donner un exemple. Il y a eu des élections partielles à Bondy le 30 janvier, et il y a une communiste qui a monté une liste contre la liste d'Union de la gauche où il y avait le Parti communiste. D'accord ? C'est-à-dire qu'en local, elle s'est présentée contre, et elle n'a pas, au deuxième... Bon, bien sûr, elle a fait un score pas terrible, elle a fait moins de 5%, et au deuxième tour, elle n'a même pas appelé à voter la liste d'Union de la gauche qui se présentait face à une liste LR, enfin les Républicains, et une vraie liste de droite, avec le maire sortant qui n'est rien d'autre qu'un conseiller régional de Valérie Pécresse. Naturellement, si vous avez une conviction, des idéaux politiques de gauche, vous ne pouvez pas dire « je soutiens pas la liste d'Union de la gauche ». C'est ce qu'on appelait à l'époque le Front républicain. Voilà, ça n'existe pas en local, au niveau municipal. Ça s'est passé le 30 janvier, et cette personne-là, sur les réseaux sociaux, se revendique de gauche, soutient le candidat Parti communiste, va à ses meetings, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fonction de son intérêt personnel, ou de son ego, ou de ses rancœurs, eh bien, on peut faire des campagnes pour, et le lendemain, faire des campagnes contre, et le lendemain faire une campagne pour. Il n'y a plus de cohérence, et pour les Français, il n'y a plus de lisibilité de la politique. Aujourd'hui, les Français n'y comprennent plus rien. Ils sont perdus. Et si on pense que le fait de dire j'ai piqué un tel, lui vient là, ça rassure. Non, c'est l'effet inverse. Ça dissuade. Parce que les gens se disent, pourquoi je vote ? Normalement, on vote pour des idées, pour des choses, pour des réformes, pour un programme, pour des modifications, pour un Est-ce programme. Qu'il y a pas On n'a jamais parlé du programme. Ouais. Regardez dans cette campagne, c'est qu'un sujet. Le meeting de Valérie Pécresse, 0 commentaire sur le fond. On a fait, à part peut-être un détail, on n'a fait que de parler de la forme. Je vous dis, je suis nulle part, ni au l'air, ni nulle part. J'ai halluciné, je me suis fait la remarque, 50 000 articles sur elle n'a pas été ceci, elle ne sait pas lire le prompteur, que de la forme. Le fond, alors vous en pensez quoi ? Ça veut dire quoi à la fin ? C'est-à-dire que les candidats, ils s'embêtent plus avec le programme, parce qu'ils savent que ça intéresse plus personne. On est passé d'une politique de fond, le programme commun de 81, on sait ce qui s'est passé après, mais peu importe. Il y avait au moins un programme. À une politique de télé-réalité. On fait du show. D'ailleurs, cet après-midi, ce soir, sur une chaîne de désinformation continue, il y aura monsieur, moi je les appelle comme ça, parce qu'ils ont été autorisés par le CSA pour faire de l'information, et là ils font de l'opinion et de la désinformation, et donc il y aura monsieur Hollande qui va commenter comme n'importe quel citoyen ce soir sur la télévision. On a un auditeur, Charles Latifa ? Alors on a un auditeur, on va le prendre immédiatement. Bonjour. Allô, bonjour. 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 Je me fais Ben d'Argenteuil. Oui, on vous écoute, cher monsieur. Oui, je vous appelle. Je suis un sympathisant de l'UDMF, Oui. l'Union musulmane démocrate de France. Oui. Et justement, j'aimerais réagir à certains de vos propos. Est-ce que votre parti présente un candidat à la présidentielle ? Nazif Azergui. Oui, d'accord. Ok, on vous écoute. Voilà, je voulais réagir à certains de vos propos, Oui. dénonçant l'affairisme de certains politiciens Oui. qui ont tendance à retourner leur veste au gré du vent. Oui. Et malheureusement, c'est une vérité. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le constatez, mais il y a de plus en plus de candidatures citoyennes, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent justement à la politique et qui cherchent justement à donner une autre idéologie pour le futur de notre pays commun. Oui. Et moi, le message que j'aimerais adresser à l'ensemble des auditeurs de France Maghreb 2, c'est que leur voix est utile, leur voix compte. Un vote utile, comme dit Madame Ségolène Royal. Comment ? Madame Ségolène Royal utilise le mot un vote utile. Un vote utile dans le sens où il faut s'exprimer. Il ne faut plus rester sur le biais, sur le côté. Il faut s'impliquer. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Le pouvoir le plus fort qui existe dans ce pays, c'est le vote. C'est vraiment le vote. On peut changer de représentants politiques.
Il suffit de voter. Et moi, je dirais même maintenant à tous ceux qui se sentent mis de côté, à tous ceux qui se sentent discriminés, stigmatisés, non seulement allez voter, mais faites de la politique. Engagez-vous. Merci beaucoup, mais c'est justement, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Malheureusement, la 5e République, la France, d'accord, c'est un système antidémocratique dans le sens où la diversité d'opinions ne peut pas être représentée si on n'a pas obtenu ces 500 parrainages. Et ça pose une réelle question. Mais vous avez entendu qu'il parlait de faire sauter ça, et moi je vais vous dire honnêtement, c'est extraordinaire. On assiste à un spectacle qui est quand même extraordinaire. Bayrou dit on va créer une banque des parrainages pour les donner à ceux qui n'ont pas leur parrainage. Alors moi j'ai une règle, c'est simple. La loi doit s'appliquer pour tous, sinon ça s'appelle la discrimination. C'est-à-dire que soit on fait sauter les parrainages et tous les candidats peuvent se présenter, soit on les fait pas sauter et on applique la loi, et tant pis pour celui qui ne les a pas. Parce que on sent derrière. Ou on améliore les systèmes et on revient à l'ancien système qui est de 100 ou de 200 parrainages, mais par contre 150 000 ou 200 000 citoyens, de manière à ce que le parrainage n'en reste pas, et une opération entre les politiciens. Vous les aurez, les 150 000, avec la digitalisation, ce sera facile. Oui, 200 000, 500 000, c'est-à-dire que, qu'aujourd'hui, le problème des parrainages, c'est que ceux qui sont élus, donc les 42 000, qui détiennent la clé du pouvoir pour 67 millions. Je vais vous dire, la réforme de la transparence des parrainages n'a pas été faite pour rien. Ouais. On sait tous aujourd'hui, franchement, faut être un peu naïf pour ne pas le voir, on sait tous que ça arrange que l'extrême droite puisse se présenter. Ça arrange beaucoup. Évidemment. Comme ça arrange que dans les élections locales, notamment quand il y a des candidats sortant de droite, que l'extrême droite ne présente pas de liste. On le sait tous. Avant, ça devait se faire un peu sous la table. Bien sûr, on allait appeler... vous savez, quand vous avez 2000, 3000, 5000 parrainages, vous dites, écoute, moi je veux que Marine elle se présente, donc vous donnez des parrainages à elle, de toute façon personne ne le saura. Maintenant, pas de bol, c'est officiel et c'est public. C'est-à-dire que vous pouvez aller consulter tous les parrainages. Oui. Ah bah mince, là on se rend compte que Zemmour, du coup, il n'a pas forcément ses parrainages et que Marine Le Pen. Vous vous rendez compte, une personne comme... et qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux de le voir? Artaud, elle est à 700. Elle est à plus de 700. En tout ça cas. veut dire qui est-ce qui a les parrainages aujourd'hui? C'est-à-dire ceux qui ont une base militante. C'est ça, en fait, la réalité. Elle a fait peut-être que 2%, mais elle a réellement ces 2%. Les autres n'ont rien derrière. Pourquoi je veux dire, pourquoi on met dans les médias partout Zemmour, comme vous le dites, et pourquoi les gens qui donnent leur parrainage à Zemmour ne l'assument pas? C'est que c'est pas bien. Si c'est pas bien, ou si c'est pas, je dirais, très, très propre. Moralement, disons. Ou si c'est pas moral. Vous voyez, on a un problème. Et moi, je suis choqué de dire, il faut donner l'autorisation à Zemmour de se présenter. On laisse notre auditeur terminer. Allez-y, cher monsieur. Shemseddine d'Argenteuil. Oui, Shemseddine, oui. Du DMF. Oui. Du DMF. Oui, voilà. Moi, c'est pour venir en fait sur le dernier propos que vient de tenir votre invité. Ouais. Monsieur Karim Alouache. Oui, monsieur Karim Alouache. Oui. Ce que je pensais, moi, c'est que monsieur Zemmour, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est juste un buzz médiatique. Hein. Monsieur Zemmour, c'est quoi? C'est un candidat love story. Hein. Concrètement. Hein. À 15% dans les sondages, même si on ne doit pas croire les sondages. Ça va s'arrêter là, vous savez. C'est très simple. C'est toujours les plus radicaux qui se déplacent. Hein. C'est toujours les mêmes. Si vous faites un petit peu un zoom sur toutes ces conventions, vous verrez, c'est toujours les mêmes militants qui sont là. Moi, je pense que la France n'est pas raciste. La France est un pays qui est loin d'être raciste. La France a des valeurs humanistes. Le français de base a des valeurs humanistes. Merci pour ces belles paroles. Merci à vous, monsieur. Oui. Voilà. Et donc, ce vote utile, en fait, le problème, ce n'est pas le vote utile ou le vote inutile, c'est que le citoyen français aujourd'hui... Moi, j'ai vu tout à l'heure 2 ou 3 dépêches, et j'ai lu derrière donc, les commentaires, et l'impression que j'ai froid au dos, parce que j'ai l'impression que quelle que soit l'actualité, ça n'imprime plus sur la réaction des gens. Mais non, mais on est dans une vraie crise de confiance. Je veux dire, les gens aujourd'hui ont 2 attitudes. Ils vous croient plus, ils croient pas. Oui. Et ils croient pas parce que les promesses reviennent à peu près tous les 5 ans.
je reprendrai pas le sujet France-Afrique, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans? Pourquoi maintenant ça se ferait mieux qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans? Et pourquoi ça ne s'est pas fait? C'est ça la vraie question. Et surtout, les gens n'ont pas le choix. Les gens n'ont pas le choix. Les gens vont vous dire, de toute façon, c'est XY. Donc là, penser que Macron ne va pas gagner, la plupart des gens, vous savez... C'est comme s'ils ont vous me direz sur un malentendu, c'est il comme peut se passer des choses. Non, mais aujourd'hui, les gens... Ils ont entériné... La campagne, ça les intéresse pas. Pourquoi ils ont entériné que le président Macron va passer. Voilà, c'est ça. De toute façon, on va avoir Macron-Le Pen, Macron-Zemmour, voilà. Mais, non, Macron-Le Pen, Macron-Zemmour... Macron va passer, on aura une 7e dose. Si c'est Macron-Pécresse... C'est pas dit qu'il gagne, mais du coup, il y a une forme de fatalisme qui fait que le grand gagnant, donc nos présidents sont très mal élus, nos élus tout court sont toujours très mal élus parce que c'est des votes par... Vous savez, quand vous êtes élu avec un taux d'abstention à 60%, vous représentez qui en réalité? Et tout ça va faire que c'est un peu comme la cocotte minute, c'est en train de monter. On a eu les gilets jaunes. Ça vote pour qui, les gilets jaunes? La France, c'est pas que l'Île-de-France, ça aussi, on l'oublie. Moi, je trouve qu'on joue avec le feu. Alors, les gilets jaunes, c'est un peu particulier, puisqu'il y a eu des sondages, même si M. Mamy dit qu'on ne doit pas croire aux sondages. Mais au départ, on pensait que les gilets jaunes, c'était des votes d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et en réalité, petit à petit, ils se sont rendus compte que c'était des votes d'un peu tout le monde, les gilets jaunes. Oui, mais vous savez, il y a le vote du premier tour et il y a le vote du deuxième tour. Oui. Voilà. Et c'est là où la donne peut changer. Les populistes sont assez conservateurs. Ouais. Au deuxième tour, je suis pas convaincu que tout l'électorat de Mélenchon votera pour Emmanuel Macron. Je pense que Marine Le Pen ou Zemmour en récupérera une certaine partie non négligeable. Ça, c'est une. Alors vous croyez donc à un duel Macron-Mélenchon ? Non, j'y crois pas parce que Mélenchon fait pas l'unanimité de son côté non plus. Il a un côté quand même extrême. Et puis, il a un côté aussi... il a des positions sur l'immigration qui sont pas toujours très claires non plus. Il est pas sur certains sujets, il n'est pas aussi tranché qu'on l'attendrait. Donc, ça pose sujet. Pour moi, le deuxième tour qui serait... pas gagné d'avance pour Macron, ça sera un deuxième tour, je n'ai pas dit que c'est ce que je souhaite, peu importe, mais un deuxième tour Macron-Pécresse, c'est pas garanti, quoi. Ouais, mais sauf qu'au... Il n'y aura pas de front républicain contre Pécresse, par exemple. Voilà. Mais il peut y avoir un front républicain contre Macron. Je sais pas. On va prendre un auditeur. Bonjour. Bonjour. Votre prénom Karim. Et vous appelez d'où, cher Karim? Il y a des Karim qui appellent aujourd'hui, ils ont entendu Karim. C'est la journée des Karim. C'est la journée des Karim. Oui. Et vous appelez d'où, cher Karim? J'appelle d'ici les Moulineaux. Ok. On vous écoute. Alors, ça fait quelques minutes que j'écoute votre émission avec attention. Oui. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je vous remercie pour l'émission. Je vous en prie. Et j'avais une petite question. Oui. En fait, plus le temps passe, c'est un sentiment personnel que j'ai, et je pense qu'il est partagé par beaucoup de gens. En fait, plus le temps passe, plus on a le sentiment, lorsque l'on regarde la vie politique, qu'il n'y a plus vraiment de réelle conviction et que chacun est en fait là pour son propre intérêt, comme si on avait une gamelle géante où chacun essayait de manger. Et face à cela, alors moi je constate deux approches. Soit les gens ont un désintérêt total pour la politique, en se disant je n'irai pas voter car ça ne change rien. Soit les gens sont de plus en plus attirés vers des idées extrêmes parce qu'elles recherchent un électrochoc qui va les faire vibrer face aux autres qui, à leur sens, ne servent à rien. Et ma question, en fait, face à ça, c'est qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux citoyens dans une telle situation? Pour le citoyen lambda que je suis, qui se dit, soit je baisse les bras, soit je suis peut-être tenté par des idées, par l'idée qui a le plus d'impact, ou juste par un personnage, qu'est-ce que vous conseillerez aux citoyens de faire? Karim Alouache. Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut surtout ne pas s'abstenir. Parce que ça arrange beaucoup de gens. Donc, vous pouvez toujours aller voter blanc, vous pouvez faire un bulletin nul, mais vous allez au moins
faire la démarche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le message que vous allez envoyer à la classe politique, c'est que vous vous déplacez pour aller voter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où il y aura un candidat qui vous intéressera, qui aura du fond, qui aura des convictions, comme vous l'avez dit, eh ben vous serez en mesure de voter pour lui. Ça va obliger les autres à élever le niveau et à davantage travailler sur les vrais sujets qui nous préoccupent et qui nous intéressent, comme en ce moment le pouvoir d'achat. Enfin, j'en prends un au hasard, mais il y en a plein d'autres. Ce qui fait leur jeu, c'est de vous abstenir, parce que du coup ils sont mal élus, mais ils s'en fichent, puisque comme ils ont un intérêt perso, l'essentiel c'est d'être élu. Être bien ou mal élu, ça leur pose aucun, ils n'ont aucun sujet de conscience à ce niveau-là. Donc moi, ce que je pense, si demain, à la présidentielle, il y a 80% ou 90% de participation, mais il y a 40 ou 50% de bulletins blancs, on en tiendra compte pour la suite. Ça va réellement changer la donne. Vous savez, moi, il y a des gens qui m'ont dit, bah écoutez, on laisse passer Macron, et puis après lui, de toute façon, les cartes vont être redistribuées. Oui, enfin, les cartes vont être redistribuées, ou la France sera peut-être par terre, ou la politique sera peut-être par terre, parce qu'aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai essayé, pendant 45 ans, je m'en fichais, je me suis pas intéressé à la politique, je faisais pas de politique, j'ai rien fait. Puis j'ai essayé un peu de m'en mêler en me disant, bon, au lieu de se plaindre, allons-y. Et j'ai pris des coups et des claques et des je dirais des trahisons de tout ce que vous voulez, mais j'ai pas lâché. Aujourd'hui, je suis dans aucun parti, mais je ne vais rien lâcher sur le terrain, parce qu'il faut qu'on s'en mêle. Donc le message qu'on retient, Karim Alouache, pour l'auditeur, c'est d'aller voter. Voilà. Même voter blanc, mais allez voter, c'est alors, très important. D'abord vérifier avant le 4 mars qu'on est bien inscrit, parce qu'on a peut-être changé d'adresse, et on vérifie qu'on y est. Et effectivement, allez voter. Votez selon vos convictions, votez selon vos envies, votez selon vos émotions, votez en mettant la photo de votre grand-père. Non, mais alors, on a une nouvelle auditrice là. On y va, chère Latifa. Et donc, mais il faut voter, parce qu'effectivement, quand la classe politique voit que 52% votent, 48% ne votent pas, j'allais dire, au prochain coup, ils vont essayer de regarder ceux qui votent pour pour construire un nouveau programme pour les électeurs qui votent. Mais par contre, si on est à 85% de participation, ça change la date, même s'il y a effectivement 30% de vote blanc. Merci à vous. Et là, on prend une nouvelle auditrice. Bonjour, madame. Bonjour Monsieur Mamie, bonjour à tous. Bonjour. C'est Linda de Nancy. Ah oui, allez-y. En fait, je voulais réagir sur plusieurs points. Le premier, c'est, je pense que si on a un Le Pen Macron au second tour ou un Pécresse Macron, les insoumis ne seront ni d'un côté ni de l'autre, mais voteront massivement blanc. Voilà pourquoi une des propositions des insoumis est justement de comptabiliser les votes blancs, parce que tant qu'on ne les prend pas en compte dans le jeu politique, ce sera systématiquement faussé. L'autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup d'électeurs vont se faire une idée en se basant uniquement sur certaines chaînes d'infos en continu, où c'est notamment ce qui s'est passé pour Macron. Beaucoup ont voté pour Macron. Je parle du citoyen lambda, qui n'est pas, je sais pas, fonctionnaire ou qui n'a pas d'appétence particulière pour la politique. Macron, on l'a vu beaucoup dans la une des magazines, et puis il a l'air sympa. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça que le citoyen français veut que l'on crée ces institutions. Et ça pose un problème, parce que rares sont ceux qui vont prendre le temps d'aller chercher, de regarder les programmes, de les lire avec attention et de se créer la conviction ou la croyance envers un candidat. Donc, un des conseils que je donnerais au dernier auditeur que vous avez eu, c'est celui-ci. Il faut s'intéresser. Il ne faut pas attendre systématiquement encore que ce soit la campagne qui vienne à nous, ou ne pas prendre que ce que l'on veut bien nous montrer, notamment dans les chaînes d'information. Mais vraiment, voilà, prendre le temps de lire les programmes, de regarder ce qui a été fait avant par ces mêmes personnes. Et beaucoup constateront, et je pense Karim Alouache aussi, si je peux me permettre, que Monsieur Mélenchon il a quand même changé. Il a rondi les angles sur beaucoup de reproches qu'on lui faisait. Et effectivement, il est pas clair sur la question d'immigration, parce que la question d'immigration, contrairement à ce que les grandes chaînes d'infos
en continu veulent nous faire croire, n'est pas une question centrale dans la politique aujourd'hui en France. La question centrale, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi et la sécurité, mais surtout pas l'immigration. Et donc, beaucoup assimilent la sécurité à l'immigration. Beaucoup assimilent la sécurité à l'immigration. Vous avez raison. C'est pas le sujet central pour les Français, mais c'est le sujet central pour les politiques. Parce que les politiques... Et pour les médias. Voilà, et pour les médias, parce qu'on est dans une politique... On est dans une politique de marketing pour marquer le coup. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, le sujet central des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. C'est vraiment ce sujet-là qui préoccupe tous les Français. La deuxième chose, je suis désolé, on peut pas en vouloir aux Français de dire vous allez pas lire les programmes, etc. Vous avez raison. Même moi, j'ai fait une campagne il y a pas très longtemps. Personne lit les programmes. Ce qui est important aussi, c'est comment les hommes politiques et les équipes politiques de tous ces candidats présentent les choses et organisent les choses. C'est aussi aux candidats d'aller vers les Français et de tenir un discours et de parler des vrais sujets qui les préoccupent. Et le dernier point. C'est un non-sens que de cacher derrière un dégoût de la politique, un manque de confiance ou de la défiance, un manque manifeste d'intérêt de la part des citoyens. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas tout le temps. On est en 2022, je suis d'accord avec vous, puisque on a Marine Le Pen qui intervient tout le temps dans les seconds tours. Je veux dire, faut arrêter de se cacher derrière on est dégoûté de la politique. Non, mais il faut s'intéresser. Et il faut pousser notamment la jeune génération, les primo-votants, à s'intéresser. Ne vous contentez pas de ce que vous avez pu entendre, ne vous contentez pas de votre tradition familiale, ne vous contentez pas de ce que vous allez voir sur BFM ou CNews. Allez chercher à la source. Mais il faut aussi se poser la question pourquoi ces gens-là ne votent pas. Et je pense pas que... Il faut aussi... Moi, je suis le premier à dire... Vous avez le droit de râler si vous êtes allé voter, mais il faut aussi se poser la question, et moi c'est ce que je fais, pourquoi les gens ne votent pas? Pourquoi les gens n'y croient pas? Eh bien, mais la question c'est pourquoi ils s'y intéressent pas? Pourquoi le mouvement des Gilets jaunes c'est aussi vite éteint? Parce que les gens, en fait, ils s'intéressent plus. Eux, tant qu'ils sont bien dans leur vie, finalement, le bien commun ou l'intérêt général importe peu. Mais non, en fait. Dans les 50% d'abstention, il n'y a pas que des gens qui vont bien. Il y a un problème. Je ne crois pas. Je ne crois pas que dans les 50% d'abstention, il n'y a que des gens qui vont bien. Voilà, merci. Merci. Et puis, je suppose que vous allez ce soir regarder en long, en large et au travers l'intervention de M. Mélenchon sur une télévision d'information dite continue. Bonne soirée à vous. Merci. Et alors, on va passer tout de suite une petite page de publicité. Vous êtes sur le Grand Forum animé par Tarek Mami, parole d'auditeur. Et on a eu des auditeurs qui ont posé plein de questions. À tout de suite, publicité. Christophe sur France Maghreb 2. Et oui, vous êtes de retour sur le Grand Forum dans l'émission spéciale Parole d'auditeur animée par Tarek Mami et ses chroniqueurs. On a Fawzi, notre animateur de l'émission Il y a des soirs comme ça qui vient d'arriver. Il est également le réalisateur du documentaire Immeuble Le Galion de la Cité 3000 à Aulnay-sous-Bois. Bienvenue et bonsoir Fawzi. Bonjour à toutes et à tous. Alors ça fait vraiment plaisir de se retrouver de l'autre côté de la vitre et d'être invité. Merci à Tarek de m'inviter et puis bonjour à Karim que je retrouve avec plaisir et puis évidemment merci à toi aussi Latifa. Bonjour Fawzi. Merci. Et entre-temps, on se découvre des points communs, Latifa et exactement, moi. C'est bien. Exactement. Alors j'aurais pu, comme je le disais à Fawzi, faire partie de ce documentaire. Alors, je ne sais pas, peut-être à la réalisation, assistante Réa, puisque je connais le Galion ayant grandi à Aulnay-sous-Bois. Ouais, voilà. Effectivement. Alors, le documentaire tourne autour du Galion. Le Galion, c'est un immeuble mythique et emblématique de la ville d'Aulnay-sous-Bois. La cité est communément appelée la cité des 3000, mais son vrai nom, c'est la Rose des Vents. Ça n'a rien à voir. Ou l'inverse. Hein. Ou l'inverse, ou l'inverse, parce que son premier nom, c'était 3000 quand ils ont construit. Ouais. Et les gens n'aimaient pas ce terme, donc ils l'ont fait, ils la baptisent donc la Rose des Vents. Ouais. Et parce que sa construction est un peu particulière, parce qu'elle alterne à la fois des barres et des tours cruciformes. Ouais. Et ce sont ces tours cruciformes qui vont faire comme une rose de sang. Alors je vais faire simple. Ouais. Beaucoup d'immigrés sont d'origine maghrébine et connaissent la
la Rose du Sable. Donc, dès qu'il voit l'immeuble, il se croit en plein désert, d'où son nom. Donc, mais ça reste dans l'imaginaire français, la cité des 3000. Et d'ailleurs, quand on dit pourquoi la cité de 3000, eh bien après une petite enquête, c'est parce qu'elle comportait en fait 3132 logements. Et bon, on ne va pas dire la cité des 132, on a dit 3000, c'est plus simple. Et elle a une histoire particulière. Parce qu'auparavant, pour les auditeurs qui ne sont pas d'Aulnay ou de Paris, Île-de-France, mais qui sont surtout en province, disons quelqu'un qui habite au Havre ou quelqu'un qui habite à Mulhouse et qui nous écoute sur la FM ou sur le DAB, c'était tout simplement donc, des terrains agricoles. Au début, oui. Et avant qu'on les construise, et comme il fallait construire pour, donc, d'une part, les émigrés qui étaient en train d'arriver, mais la coïncidence la plus importante pour moi, c'est qu'en fait, il y a une usine Citroën qui a été donc construite à côté, et donc forcément, il fallait que les ouvriers habitent, et pour les patrons, plus proches ils habitent, moins il y aurait d'abstention et d'abstention dans le travail, et de retard dans le travail, et donc c'est pour ça qu'on va parler d'abord à ce moment-là des conditions de la construction, et après on parlera des conditions de sa démolition, parce qu'aujourd'hui, ces tours, la cité des 3000, la Rose des Vents, tout ça fait partie, j'allais dire, de l'histoire de l'architecture et de la sociologie française, et c'est pour ça que peut-être c'est ça qui vous a donné l'idée, Fawzi, d'aller voir ce que les gens retiennent dans leur imaginaire et dans leur mémoire d'un endroit mythique aujourd'hui. Mythique pourquoi ? Mythique parce qu'il a disparu ? Non, pas forcément. Il est mythique parce que, déjà, sa réputation rayonnait à Aulnay-sous-Bois dans le 93, et puis plus largement en Île-de-France, et encore par extension à l'étranger, puisque beaucoup, comme vous le disiez, sont d'origine maghrébine ou africaine. Et italienne et espagnole. Et il y avait aussi beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, d'Asiatiques aussi à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai appris des choses en réalisant ce documentaire, parce que je partais sur une idée très simple, c'était d'aller chercher des profils qui puissent nous raconter leurs souvenirs. Entre-temps, j'ai découvert qu'eux-mêmes apprenaient l'histoire de leur quartier au fil des années. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai interviewé l'une des plus anciennes familles de la cité des 3000, c'est la famille Dib, tout le monde les connaît. Ami Dib, tout le monde le connaît, il a 92 ans aujourd'hui. Il a contribué à la construction des écoles de la cité des 3000. Et en interviewant donc Ami et sa fille Fatiha, à un moment donné, quand elle était petite, elle se rappelle d'un arrivage massif d'Asiatiques. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de Maghrébins, un peu d'Africains, mais quasiment pas d'Asiatiques. Et beaucoup de Gitans. Voilà. Et d'un seul coup, il y a un arrivage d'Asiatiques. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Et en recoupant ces informations, j'ai compris que c'était 75-76. C'est les bateaux. C'était les boat people. Les boat people. Voilà. Les réfugiés vietnamiens, laotiens qui fuyaient la guerre entre la Russie et la Chine et qui devaient traverser le Mékong parfois à la nage pour regagner la Thaïlande et ensuite prendre la mer et essayer de regagner l'Europe. Ils ont des histoires terribles à raconter. Aujourd'hui, ils ont fait des enfants qui sont bien intégrés, qui ont réussi, qui vivent entre eux. Et tout à l'heure, on parlait des nationalités, des ethnies, des origines. Il y a de tout au 3000, il y a 132 nationalités. Et la force de ce genre de quartier, c'est quand on arrive dans un quartier pareil, on apprend à connaître la culture de l'autre. Et plus on connaît la personne, et moins on a peur d'eux. Et aujourd'hui, il y a des hommes politiques, des femmes politiques aussi, qui jouent sur ces peurs, avérées ou non, pour justement faire basculer tel ou tel électorat. Voilà. Alors, combien de personnes ont été interviewées dans ce reportage ? 7 profils. Alors, on a choisi des profils assez variés. Donc, il y a M. Dib qui a 92 ans. Nous avons aussi M. Gossel qui a 91 ans. Je vais y revenir. Et puis, le plus jeune, c'est un rappeur. Il s'appelle Mowgli. Il a 22 ans. Il est extrêmement talentueux. Big up à Mowgli s'il nous écoute. Voilà, oui, bien sûr, Edgar Degas, le quartier des 3000. Et puis entre les deux, on a Salima Yenbo qu'on a reçu ici à la radio plusieurs fois, qui est députée européenne, qui vient également des 3000. Nous avons aussi John Dovey, qui est un excellent boxeur, qui a été 7 fois champion de France consécutivement. Donc pendant 7 ans, il a été champion de France et aujourd'hui, il est manager de l'équipe olympique de France.
ici à l'INSEP de Paris. Donc c'est pour vous dire le genre de profil que peut produire ce genre de quartier. Et puis après il y a d'autres profils, je vous ai ramené une petite liste, mais bon, il y a Aya Nakamura que vous connaissez, Moussa Sissoko, Alou Diarra, Vald le rappeur, Alice Diop la réalisatrice de documentaires. Donc c'est un petit peu le trap, c'est un peu le trap du 93 quoi. Pas forcément. En tant que personnalité, parce que Trapp a beaucoup donné, et donc cette cité de 3000 a beaucoup donné de personnalité à la France. Alors oui, on peut dire ça aussi, mais je pense que tous les quartiers de France, et pas seulement du 93, mais partout sur le territoire national, je pense qu'il y a beaucoup de talent. Et comme les pépites d'or, il faut les nettoyer. Il faut les sortir du brut pour justement en faire des bijoux. Oui, Voilà. alors je vais juste apporter un petit témoignage ayant grandi à Aulnay-sous-Bois. Je pense que c'est également grâce à tous ces professeurs, parce que Aulnay-sous-Bois, quand on a été en primaire ou au collège là-bas, vraiment, on en garde un très très bon souvenir. Oui, alors les personnes que j'ai interviewées gardent vraiment beaucoup de bons souvenirs. Pour ceux qui habitent Aulnay-sous-Bois et en particulier les 3000 connaissent forcément les jardins japonais. Alors c'est des jardins qui étaient au pied de certaines tours qui faisaient 13 ou 14 étages. 13 étages. 13 étages maximum. Oui. Qui ont toutes été détruites aux alentours de 2010, 2012 et 13. Et au bas de ces tours, il y avait des espèces de petits forums où les gens se retrouvaient le soir quand il faisait bon vivre. Et donc il y avait des spectacles à l'époque, il y avait des artistes. Et j'ai même entendu dire que Michel Delpech était venu chanter au Galion, pour vous dire. Alors les Galions, c'était aussi un centre commercial où beaucoup de boutiques, beaucoup de magasins. Ouais. C'était beaucoup d'écoles. Et c'était un mélange d'immeubles verticaux. Ouais. Et cet immeuble-là, qui lui était plutôt horizontal, et ça faisait un drôle de mariage entre le gratte-ciel, même si ça fait que 13 étages, et la partie allongée, plate. Et en parlant, juste pour la transition, d'un excellent mariage, quasiment tous les mariages étaient organisés dans une petite salle du Galion. Donc beaucoup se sont mariés là-bas. Ouais, chez le Turc. Chez le Turc, exactement. Voilà. Alors le Galion, c'est vrai qu'au début, quand il a été construit dans les années 70, quand il a été terminé en 70... Donc là, il a été lancé en 60, terminé en 70. Non, 69. Lancé en 69 et terminé en 70. Parce que avant 69, j'avais demandé justement à ses habitants est-ce qu'ils avaient des souvenirs. Oui, non, le plan a été lancé en 63, après la guerre d'Algérie, pour faire simple, pour pouvoir donc recueillir tous ces rapatriés. Donc peut-être qu'il a été lancé en 69, mais l'idée date de 63, et il a été détruit complètement en juin 2020. Ouais. Alors, nous, on a essayé d'être fins et on a essayé d'anticiper. On a tourné des images avant la destruction. Et c'est une destruction qui a été un peu particulière, surtout pour la dernière partie. Oui. D'habitude, moi j'ai assisté à quelques destructions, on mettait de la dynamite en dessous, on faisait exploser. Par contre, pour cet immeuble-là, vu la densité qu'il y a autour, il a été plutôt détruit, on appelle ça par grippage petit à petit, pour qu'il n'y ait pas une explosion d'un coup. Et surtout qu'il y avait de l'amiante à nettoyer, donc il fallait nettoyer. Puis il y a 3 sous-sols. 3 sous-sols qui servaient de réserve, de garage aussi pour les habitants, mais aussi pour les commerçants. Alors, dans les années 70, il y avait des administrations, il y avait la poste, des banques, des commerces, il y avait des appartements en duplex. Oui, il y avait plusieurs tailles d'appartements, donc les petits aux plus grands. Voilà, ceux qui avaient la chance d'avoir un duplex là-bas c'était la crème des 3000. Ils étaient riches. Ils étaient riches, mais en fait, en réalité... Ils étaient aisés. Réalité, ils avaient des familles nombreuses. Ouais, et c'était essentiellement des fonctionnaires à l'époque. Ouais. Les premiers habitants étaient les fonctionnaires, enfin les salariés d'Air France. Il y a eu également des gens de la Poste, des pompiers, des policiers. On a même eu le député maire qui a habité pas très loin. Il n'a pas habité au Galion. C'était Monsieur Ballanger. Tu t'en souviens peut-être, Karim. Ouais. Et aujourd'hui, le maire, c'est Monsieur Bichicha. Aujourd'hui, c'est Monsieur Béchiza, exactement, qui est maire d'Aulnay-sous-Bois. Donc, il a hérité, lui, de ce dossier, dossier lourd de conséquences, parce que ça avait été la destruction, la démolition avait été actée avant son élection. En 2015. Voilà. Et puis, bon, après, vous savez, c'est une histoire où... Alors, dans le documentaire, justement, les gens que j'interviewe, je leur demande simplement leurs impressions. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et ils se livrent à la caméra de manière très simple, très
très libre, j'aimerais dire. Après, nous, on va se battre aussi pour le diffuser un maximum. La durée de commentaires, c'est combien ? 52 minutes. C'est un classique. Quoi. Moi, j'ai une question. Les gens que tu as interviewés, ce sont des gens qui vivent encore là-bas ? Alors, il y en a qui vivent encore là-bas, oui. Et il y en a il y en a 3 qui ne sont pas là-bas. 2 qui étaient des anciens habitants, comme Salima, députée, et John, manager olympique. Eux n'habitent plus là-bas pour des raisons professionnelles, que tu peux comprendre. Quand on est député européen, on passe sa vie dans le train. Alain Gossel, lui, c'est quelqu'un qui n'a jamais habité Aulnay-sous-Bois, mais qui est venu très souvent à Aulnay-sous-Bois, et peut-être que ça va te rappeler des souvenirs, Karim, c'était le fameux conteur du 93. Ce monsieur est un monsieur qui venait raconter des histoires à tous les enfants du 93. Un espèce de griot, quoi. Oui, exactement. Je m'en souviens. Un griot. Voilà. Il allait de cité en cité. Il pouvait aller à Saint-Ouen, La Courneuve, au 3000. Il venait au Bervilliers. Voilà. Et il venait raconter des histoires et les gens se souviennent de lui, gardent un très très beau souvenir de lui. Voilà. Alors, dans ce complexe... Il y a la pub, peut-être. Oui, merci beaucoup, Fawzi. Le réflexe de l'animateur. Exactement. Alors, Fawzi a bien envie de passer derrière à la réalisation, mais moi, je vais laisser la réalisation à Medjed, qui va finir l'émission avec vous. Je vous dis donc à demain, et puis publicité pour la suite de cette émission, le grand forum Parole d'Auditeurs. En 5 secondes, demain, ça va être une journée noire pour le déplacement. Nous en parlerons dans la dernière partie, parce qu'il y aura pratiquement télétravail, il y aura pratiquement pas de métro, il y aura juste les bus. Donc demain, il y aura télé-radio demain. Non, il y aura... nous, on est là. Nous, on sera là. Moi, je viendrai en footing. Voilà. Je vais mettre 2 heures pour arriver. C'est même du Galion, on le vient en footing. Voilà. Publicité. Et de retour sur France Maghreb 2, dans l'émission le LGF, le Grand Forum, tout de suite avec Tarek Mami et bien sûr tous les chroniqueurs, Monsieur Karim Alouache et notre invité Fawzi en direct sur France Maghreb 2. Merci Medjed, merci à Latifa pour la réalisation de la première partie de l'émission et merci à Medjed qui nous rejoint pour la deuxième partie de la réalisation de cette émission, donc de cette semaine qui a comme sous-titre Parole aux auditeurs. Et à partir de lundi, donc vous retrouverez notre ami Christophe Roux qui reprend donc sa place sur le LGF de 14h à 18h. Et Fawzi, donc, qui est à la fois animateur sur notre radio France Maghreb 2 le jeudi à 20h pour son émission hebdomadaire. Il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs comme ça. Et je pensais à la D'ailleurs, suite. tu m'invites quand tu veux. Hein. Mais je pensais à la suite. Et qu'il y a une émission musicale le dimanche de 22h à minuit sur la musique funky. Vous nous direz un petit mot sur cette émission. Oui. Commencez par nous parler de cette émission pendant 2 minutes. L'émission funk, je pense que c'est un standard à ne pas oublier sur France Maghreb 2. Donc le dimanche de 22h à minuit, retrouver les meilleurs morceaux des années 80 et des années disco soul. Alors je sais que dans les quartiers comme au 3000, même à Bondy, chez toi, Argenteuil, Orly. Alors qu'on a gagné un nouvel auditeur pour le dimanche soir avec Karim là. Oui, écoute, je savais pas, tu vois, et on a rarement de la très bonne musique. Alors, tu vois l'avantage de cette musique soul, funk des années 80 ou 70-80, c'est vraiment des créateurs. À l'époque, c'était des créateurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui reprennent des samples, des morceaux, des boucles. Mais à l'époque, il y avait de vrais créateurs parce qu'il y avait une passion qui les animait, alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup sont animés par la notoriété, le bling-bling, l'oseille. C'est pas du tout les mêmes. Après, je mets pas tout le monde dans le même sac. C'est vrai qu'il y a des créateurs actuellement aussi. Et puis il y a 2 choses, il y a de la musique qu'on écoute et il y a la musique sur laquelle on danse, et ça c'est de la musique sur laquelle on avait tout de suite envie de bouger. Alors quand on a installé cette émission le dimanche soir funky il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années, après ça s'est arrêté, là elle revient, et j'ai rencontré un jour par hasard, et c'est ce qui m'a intrigué et qui m'a poussé à avoir toujours l'idée dans la tête, c'est que j'étais sur un disquaire, à l'époque on allait acheter les disques, c'est pas comme aujourd'hui, et on achetait les vinyles, et je sais pas comment ça s'est passé entre le vendeur et moi, et je dis au vendeur France Maghreb 2, et il me dit oui j'écoute, et puis un type un client disons qui s'approche de moi et qui me dit c'est vous êtes à la radio France Maghreb 2 oui j'ai dit, il me dit vous savez nous sommes très nombreux à écouter toutes les radios qui passent cette musique, et je vous le dis clairement, on s'en fout de ce que ces radios font le reste du temps. Et je dis,
mais on est une espèce de club. Dès que quelqu'un écoute de la musique funky sur une radio, ben, il appelle tout le réseau pour dire sur telle fréquence, à l'époque il n'y avait pas toutes les modalités d'aujourd'hui, de Paris ou telle ville, vous avez de la musique de telle heure à telle heure. Et c'est lui qui m'a dit, ne la faites jamais le samedi ni le vendredi, parce qu'il y a beaucoup de radios qui font cette musique le vendredi, le samedi. Si vous faites dimanche, ben vous allez avoir les oiseaux migrateurs de toutes de non, tous mais les je pense autres. qu'en plus, il y a beaucoup de morceaux d'aujourd'hui qu'on va reconnaître dans ces musiques, dans ces créations. Non, mais pourquoi le dimanche? Donc, c'était un des fans qui me dit, nous, on suit la musique, on s'en fout. Il me dit, vous pouvez vous appeler France Maghreb, ou Étoile du Nord, ou Étoile du Sud, mais nous, on dit telle heure, sur telle fréquence, on écoute cette musique. Donc, dimanche, aujourd'hui, il n'y a pas d'émission funky, allez-y. Et donc, le dimanche soir, on sait qu'on peut organiser des fêtes, quoi. Voilà. Et Mousse Moustapha, Mousse qui était avec nous pendant une dizaine d'années, c'était tous les dimanches soirs, et c'est pour ça qu'on a demandé à Fawzi de repartir sur ce créneau. Alors la particularité aussi de faire une émission le dimanche soir, c'est que, comme vous le disiez, vendredi, samedi, c'est ce qui se fait communément sur les autres stations. Ouais. Et généralement, c'est des morceaux commerciaux que tout le monde connaît. Tandis qu'à l'époque de Mousse, justement, lorsqu'il animait son émission funk, c'était vraiment... Il y avait quelques morceaux commerciaux, mais il y avait beaucoup de pépites. Des choses qui avaient complètement... Il y avait de la recherche. Et derrière, il parlait du label, de l'année de la sortie, qui était à la guitare, qui était à la basse, qui jouait de la trompette, qui jouait machin. C'était vraiment génial. Alors... une petite anecdote, c'est que le générique de mon émission de ce soir, c'est-à-dire à partir de 20h... Il y a des soirs comme ça. C'est Garfield Fleming. Donc c'est la boucle de Garfield Fleming. Il se trouve que cet artiste est toujours vivant, et il se trouve qu'un jour il est venu à Paris, et il se trouve en plus que ce jour-là il est parti à Clignancourt. Et les gens l'ont reconnu, les disquaires dont vous parliez l'ont reconnu, et ils lui ont mis son morceau. Et il a fait un live au puce de Clignancourt, en chantant sur la musique que vous entendrez ce soir dans mon émission. Et il est filmé. Le live est filmé. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur YouTube, pardon. Et vous tapez Garfield Fleming à Clignancourt et vous allez le voir chanter. Et dans d'autres vidéos, ils lui ont même foutu un survêtement algérien. Bon. Ah, ces Algériens. Ils sont partout. Donc, vous retrouverez Fawzi pour son émission du jeudi soir à 20h et vous retrouverez, donc, en tout cas, ou sa voix ou le mix qui vous prépare pour le dimanche à 22h. Et on revient pour l'objet donc, de l'invitation de Fawzi. Donc, son documentaire de 52 minutes, Le Galion. Et je précise donc pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, qui viennent de quitter leur bureau, qui viennent de monter dans leur voiture, ou ceux qui découvrent la radio, à qui je conseille de télécharger l'application pour qu'ils puissent suivre tous les programmes de la radio. Le Galion, en fait, c'est un immeuble qui était dans la fameuse cité de 3000 ou la Rose des Sables, à Aulnay-sous-Bois, dans le 93, en gros construit dans les années 70 et détruit en juin 2020, et qui a permis pendant donc cette trentaine d'années, même plus parce que 70 ça fait 50 ans quoi, de 70 à 20 ça fait 50 ans, à une population majoritairement d'origine immigrée, parce que d'origine étrangère, et donc maghrébine, africaine, italienne, espagnole et en dernier lieu donc asiatique, dont une grande partie, quand elle avait les moyens, quittait au fur et à mesure pour aller s'installer dans des pavillons autour. Et donc ce documentaire, c'est pour... est-ce qu'on peut dire que ce documentaire deviendra quelque part la mémoire de l'immeuble? Exactement, d'ailleurs c'est ce que je dis toujours. Je suis allé à la rencontre de ces habitants ou de ces ex-habitants de la cité des 3000 pour parler des souvenirs qu'ils gardaient du Galion, de manière à garder une mémoire commune entre nous, mais comme je l'ai précisé, je mettrai également à disposition de la municipalité d'Aulnay-sous-Bois ce film, pour qu'il puisse enrichir aussi les archives et puis que ça puisse servir également à la postérité. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être que ça servira à d'autres réalisateurs qui voudront partir sur de nouveaux travaux, peut-être aussi mener des enquêtes sur la nouvelle génération qui monte, et peut-être aussi parler des souvenirs qu'ils gardent du Galion au moment de sa destruction. Alors, quand on parle cité aujourd'hui au quartier, terme qui a été vraiment dévalorisé, on pense à des cités dortoirs. Or, apparemment, si j'ai bien compris dans le contenu de commentaires, c'est pas le cas du Galion, parce qu'il y avait à la fois les immeubles, mais aussi des lieux de vie, parce qu'il y avait des jardins, il y avait donc des écoles, il y avait un centre commercial. Donc,
On ne peut pas parler de Non, cité mais- de 3000, on devrait parler du village en quelque sorte, de la ville de... Alors, le quartier, la cité des 3000, il faut savoir que c'est quand même 20 000 habitants. Oui. Donc c'est une belle petite ville de Provence. Alors évidemment, dedans, il y a à boire et à manger. Hein. On peut y trouver de tout. On peut trouver de l'intellectuel au quelqu'un qui ne veut pas faire d'études, par exemple, ou qui ne peut pas en faire. On peut trouver également des commerces, de l'administratif. Il y a même des annexes de la mairie, une annexe du commissariat. Il y a une vie tumultueuse. Il y a le marché aussi qui se produit là-bas 2 ou 3 fois par semaine. Donc c'est vraiment un lieu de vie et d'échange et de rencontre. Alors, ce qu'il faut savoir, mais c'est Karim marrant parce Alouache. que dans ce que tu cites, on pourrait retrouver des grandes cités comme Émile Dubois, Aubervilliers, les 4000 à Courneuve, les Francs-Moisins, etc. La particularité, quand on prend l'exemple du Galion, c'est qu'à la base, donc c'est un projet qui a démarré en 67, qui a été ouvert en 70. C'était une cité modèle. Enfin, c'était un endroit modèle. C'est-à-dire que c'était l'accession à des logements de qualité avec tout le confort. Il y avait les douches, il y avait tout par rapport aux anciens bidonvilles. Les habitants, en fait, une grosse partie des habitants, c'était ceux qui travaillaient chez Peugeot. Oui, chez PSA. Une partie était des fonctionnaires et une partie était aussi des salariés de la France. Qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde l'historique, c'est que il y a les premiers grands plans sociaux qui arrivent chez Peugeot Citroën, oui. Et donc ça fait monter parce que les habitants se retrouvent au chomage. Oui. Vous avez un deuxième phénomène, c'est la grande politique d'accession à la propriété, où les gens, entre guillemets, alors j'aime pas dire ça, mais un peu les plus riches du quartier partaient et allaient habiter, notamment Mitry-Mery, Villepinte, et Pré-Saint-Gervais, beaucoup Pré-Saint-Gervais. Voilà, les pavillons. Oui. Et ensuite, vous avez une paupérisation de la population, plus le centre commercial qui a prend fermé. de plein fouet, de plein fouet, la concurrence des centres commerciaux régionaux. Tout à fait. Et ça donne ce résultat. Alors, en préparant ce documentaire, évidemment, je me suis documenté et j'ai fait des recherches. Alors, 2 points. Sur le centre commercial et sur Citroën. Citroën, certes, est l'usine qui est pas très loin d'Aulnay-sous-Bois, enfin pas très loin de la cité des 3000. Et souvent, dans la mémoire collective, on a l'impression que Citroën est venu parce qu'il y avait de la main-d'œuvre. Et c'est l'inverse. Non, c'est un petit peu ça, parce que je suis allé à Citroën, qui est pas très loin, d'ailleurs, où ils ont ouvert un musée, et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, qui est venu après qui ? Voilà. Et ils m'ont dit, écoute, nous, on a commencé à venir en 72. Ouais. Et pour commencer à produire aux alentours de 73-74. Et à 74, c'était vraiment le plein emploi. Mais la cité des 3000 existait déjà en 67, 8, 9. Ça a ouvert en 70. Donc, 70 ouvert. Alors, il y a de la publicité peut-être, Medja ? Tout à fait. Je te vois, d'accord. Tout à fait. On va marquer une petite pause si vous le voulez bien et revenir à cette interview très intéressante dans le Grand Forum, dans le LGF. Ne bougez pas. Le LGF revient tout de suite sur France Maghreb 2. De retour sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum avec toute l'équipe évidemment et Tarek Mami avec l'interview évidemment de Fawzi qui continue sur France Maghreb 2. Merci Médiane pour la dernière partie d'aujourd'hui de cette émission. La radio est écoutée bien sûr au Havre, à Amiens, à Marseille, à Nice, mais aussi à Aulnay-sous-Bois. Donc bien sûr, évidemment. Alors, peut-être qu'il y a quelques auditeurs qui écoutent aujourd'hui. On m'a dit que ça manquait à Lyon. Non, on diffuse à Lyon. Voilà. Alors d'abord, on diffuse à Lyon en numérique. Et deuxième chose, cher Karim Alouache, nous avons réglé à France Maghreb 2 la question. Il suffit de télécharger l'application sur votre smartphone et vous pouvez écouter à Bamako, comme vous pouvez écouter à Dubaï, comme vous pouvez écouter à Washington, comme vous pouvez écouter à Lyon sur votre téléphone. Oui, Fawzi. Alors, juste avant la publicité, on évoquait les 2 points. Donc, l'usine Citroën qui est venue après, et donc elle a pu bénéficier de la main-d'œuvre locale présente sur place. Il y a une deuxième usine aussi qui a bénéficié de la main-d'œuvre de la cité des 3000, mais pas que. Elle a aussi bénéficié de la main-d'œuvre de Sevran, qui est juste à côté. C'est l'usine Kodak. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Oui, Kodak, c'est vrai. Et dans les années 2000, ils ont pris le mauvais virage numérique et se sont effondrés. Après, le deuxième point, c'est que le centre commercial qui était destiné justement à désenclaver la cité des 3000 à l'époque n'a pas connu le succès escompté. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'autoroute A3 qui sort de Bagnolet, de Porte de Bagnolet pour aller jusqu'à Roissy,
Roissy, Charles de Gaulle n'existait pas à l'époque. Ouais. Donc il n'y avait aucune Construit en gros aussi en 73, Voilà. de mémoire. Oui, dans ces eaux-là. Ouais. L'autoroute s'arrêtait à Bondy en Oui. 69. Ouais. Donc Tout les à fait. gens, quand ils voulaient faire leurs courses, ils ne pouvaient pas accéder facilement à Aulnay-sous-Bois. Ils étaient obligés d'utiliser, de passer par la Nationale 3. Et donc tout ça, ça contribue à enclaver d'autant plus ce quartier. Et puis après, il y a eu la concurrence des autres centres commerciaux. Et évidemment, le centre commercial du Galion n'était plus attractif. C'était plus un centre commercial par rapport aux centres commerciaux Les régionaux géants. géants qui sont venus s'installer. Comme Paris-Nord. Oui, comme tout ça. Ouais. Non, mais clairement, c'est Paris-Nord qui a tout fait exploser, quoi. Oui. Et puis, ça a rendu service. Oui, et en même temps, c'est parce que ces habitants avaient les moyens d'acheter des voitures pour aller se déplacer parce que ces petites surfaces. Oui, ils travaillaient chez Peugeot Citroën. Voilà, voilà. Non, mais c'est une réalité, tout à fait, non, mais tout à fait. C'est pas une bêtise. Voilà, quand c'est les petites surfaces, après des gens, ok, ça marche, mais eux, ils avaient tous des voitures sur leur salaire, sur leur Nous, à cadeau. Aubervilliers, la plupart des gens n'avaient pas de voiture, ils allaient jamais au centre commercial Voilà. Paris-Nord. Voilà. Alors aujourd'hui, plus rien ne reste. Les écoles ont été aussi. Non. Alors qu'est-ce qui reste des 3000 historiques mythiques? Et qu'est-ce qui reste du Galion? Rien. Là, il reste un cratère. On attend de savoir un petit peu ce qui va se passer, même si moi j'ai une petite idée et des échos. J'ai aperçu des maquettes. Bon, on en parlera dans le 2, parce qu'il y a un 2 qui est prévu également, je le dis à la fin du documentaire. Alors ça nous fait Rambo, quoi, comme le film. Exactement. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 5. Déjà, on va laisser connaître le succès de ce documentaire. J'espère que vous viendrez nombreux à la On peut le projection. voir où Voilà, justement. Alors la question, J'y vais. on va voir J'y où, voilà. arrive. Alors, vous connaissez mon petit côté business. Donc, il y aura une on ne connaît pas, on va découvrir. Vous allez découvrir. C'est pas un petit côté, mais Donc, c'est normal, en plus. J'ai failli travailler avec Karim à la banque. Je sais pas si vous avez perdu ou gagné au change, mais bon. Je suis bien et lui aussi, il est bien à sa place. Non, le film, évidemment, le documentaire